On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la maison Boileau qui a été démolie à Chambly. On en discute avec Christian Picard qui a même été arrêté. Il a tenté d'arrêter la démolition. Mais d'abord, on reçoit le député ministre de Chambly, Jean-François Roberge. Il est le député de Chambly. Il était aussi le député de Chambly à l'occasion de la dernière législature, mais évidemment, il y a eu un changement de gouvernement. Son parti, la Coalition Avenir Québec, a remporté les élections, a remporté la majorité, et le premier ministre François Legault l'a même nommé ministre de l'Éducation. Il est avec nous. Jean-François Roberge, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve à Québec parce qu'en plus de ça, aujourd'hui même, c'était une journée un peu particulière parce que c'était la première véritable journée de cette session parlementaire où on procédait à l'élection du nouveau président. Donc, est-ce qu'il y avait autant de fébrilité que, disons, au jour 1 du mandat d'il y a 4 ans? Oui, surprenamment, sincèrement, c'est toujours spécial d'entrer au Parlement. On se rend compte à quel point on est privilégié de pouvoir faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, après la sermentation, après plusieurs conseils des ministres, je ne m'attendais pas, sincèrement, à vivre cette émotion puis à être ému. Mais en entendant le discours du nouveau président, puis vraiment en prenant conscience de la place qu'on occupait maintenant, mes collègues et moi, députés de la Coalition Avenir Québec au gouvernement, en voyant devant moi, dans les banquettes d'opposition, d'anciens ministres, très solides dans certains cas, très forts, mais maintenant dans les banquettes d'opposition, on dirait que ça m'a fait prendre conscience, encore une fois, là, que c'est vrai, on est là pour gouverner, puis on a de grandes responsabilités. Donc, ça appelle, disons, à élever son jeu, comme on dit. Bon, on vous a d'ailleurs placé dans la première rangée qui est tout juste à l'avant, et vous êtes presque vis-à-vis Pascal Bérubé du Parti québécois. Il n'est pas très loin de vous? Exactement, il est pas mal en face de moi. Là. Je suis à peu près au centre, en avant, donc juste en diagonale, j'ai le chef intérimaire du Parti libéral. Droit devant moi, j'ai le chef intérimaire du Parti québécois. Et un petit peu à droite, j'ai la chef de Québec solidaire. Aux premières loges, comme on dit. Bon. Évidemment, quand vous avez fait le choix de vous présenter en politique avec la Coalition Avenir Québec il y a de cela quelques années, c'était vraiment dans cette idée de vouloir changer les choses en éducation. Vous êtes vous-même un enseignant qui voulait changer les choses. Même François Legault vous avait nommé porte-parole en matière d'éducation dans le cabinet fantôme à l'occasion du dernier mandat. Et là, du cabinet fantôme, dans le même portefeuille, on devient le ministre de ce portefeuille. Donc, c'est quand même un cheminement intéressant parce que l'engagement premier, c'est pas tout le monde qui peut dire « Moi, je me suis présenté pour aller en éducation » et ultimement, c'est le dossier qu'on vous a confié. C'est assez rare, effectivement, qu'un premier ministre confie le portefeuille d'un ministère à celui qui était porte-parole dans ce même dossier-là. Je suis le seul dans l'équipe de la CAQ là, qui a gardé son sujet, si j'ose dire, en passant des banquettes d'opposition au cabinet des ministres. Ceci étant dit, oui, je suis enseignant, oui, ma première expertise, c'est l'éducation, mais je ne suis quand même pas allé en politique seulement pour ça. J'ai été militant aussi d'un groupe qui s'appelait Force Jeunesse auparavant. J'ai travaillé sur l'équité entre les générations. Les normes du travail m'interpellent beaucoup, notamment les discriminations qu'il peut y avoir encore. Les finances publiques, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je pense que c'est important de léguer aux gens, non pas la facture de nos dépenses, mais des comptes qui soient en santé, des finances publiques qui soient en santé. Ceci étant dit, je ne m'en cache pas, le dossier qui me tient le plus à cœur, c'est l'éducation. Donc, en même temps, vous avez un premier ministre qui est pro-éducation, il ne s'en cache pas. Le parti également, vous avez fait une partie de la campagne là-dessus. Quand vous étiez dans l'opposition à surveiller notamment Sébastien Proulx, qui était le dernier ministre en titre, qu'est-ce qui vous énervait dans le monde de l'éducation, de ce que le précédent gouvernement faisait ou ne faisait pas, et de ce que vous voulez changer maintenant à partir d'aujourd'hui? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Disons, cette propension qu'avaient les ministres libéraux, là, parce que j'en ai eu 4 devant moi dans les 4 dernières années,
à se complaire dans l'impuissance. Souvent, je leur posais des questions sur des choses à changer dans le réseau de l'éducation, des services à donner aux élèves, et puis ils nous disaient, ah ben écoutez, je peux rien faire, c'est les commissions scolaires qui décident. Et je me suis fait répondre ça des dizaines et des dizaines de fois, alors que, ben écoutez, j'avais devant moi le ministre, mais qui était impuissant à poser des gestes pour assurer la réussite des élèves et qui était très heureux dans son impuissance à agir. Moi, ça venait me travailler. Là, il me semble que la personne qui est la plus imputable des services qui se rendent dans nos écoles, qui est la plus imputable de la qualité des infrastructures, de la beauté de nos écoles, c'est là où la ministre de l'Éducation. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais changer. Pour moi, les décisions doivent se prendre dans les écoles, pour la plupart du temps, dans les écoles, par ceux qui connaissent les élèves par leur nom, ou alors au gouvernement. Et les commissions scolaires doivent être transformées en centres de service aux écoles et non pas en mini-gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup et sur lequel je vais travailler encore, mais maintenant, il y a des choses que je vais changer. Et effectivement, est-ce qu'on doit s'attendre dans un mandat de la CAQ à ce qu'on ait une abolition de la démocratie scolaire? En fait, non. On va la décentraliser dans les écoles. Et les gens qui siègent sur le conseil d'établissement sont des gens qui sont élus par les parents des écoles. Les enseignants, enseignantes, personnels de services de garde sont élus par leurs pairs aussi au conseil d'établissement. Il y a des gens aussi qui siègent, des membres de la communauté, donc des propriétaires d'infrastructures sportives, des gens qui s'intéressent au monde des arts, des conseillers municipaux, qui sont membres de la communauté, qui siègent sur le conseil d'établissement. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer la démocratie, absolument pas. Il s'agit de la transformer puis de remettre les écoles entre les mains des communautés. Ceci étant, de tout ça, c'est d'améliorer les services aux élèves. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est ma mission première. Et localement, à Chambly, il y a de grandes attentes parce qu'il y a l'enjeu du secondaire 4 et 5. Là, le député de Chambly est ministre de l'Éducation. Il en a parlé dans sa campagne électorale, puis son parti aussi. Je présume que ça va finir par se faire. Bien, là, j'attends de voir sur mon bureau la demande formulée par la Commission scolaire des Patriotes, parce que longtemps, la Commission scolaire ne formulait pas cette demande-là. Elle ne voulait pas agrandir l'école secondaire de Chambly. À force de mobilisation et grâce au comité citoyen qui s'appelait la Coalition pour le secondaire 4-5 à Chambly, finalement, la Commission scolaire a changé son fusil d'épaule, a déposé une demande d'agrandissement. Quand ça arrivera sur mon bureau, vous pouvez être certain que je vais regarder ça d'un très bon œil. Ça devrait se faire dans les prochains mois, que je reçoive et que j'analyse cette demande-là pour être sûr qu'elle est bien formulée. Mais c'est sûr que j'ai très hâte de voir ce dossier-là sur mon bureau. Bon, restons dans Chambly, parce que même si Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, il demeure député de Chambly, il y a des enjeux. Il y a eu un gros enjeu qui a fait le tour des médias nationaux. Même encore aujourd'hui, Radio-Canada est encore sur place. C'est la démolition de la maison Boileau. On vous a vu même également devant le grillage de la clôture de sécurité. Vous avez d'abord exprimé votre déception. Vous avez également confié ce dossier-là à votre collègue Nathalie Roy, ministre de Culture Communication. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant où cette maison est démolie? Et tout le monde a été pris par surprise. On a été pris par surprise, effectivement. La dernière indication qu'on avait, c'était qu'elle allait être préservée, bien qu'au départ, la municipalité disait qu'elle allait la restaurer ou la remplacer. Mais on pensait qu'elle allait être restaurée. Moi, je n'avais aucune indication là, me disant qu'elle allait être démolie puis reconstruite. Les rapports qui ont été rendus publics depuis, on n'y avait pas accès, on ne savait pas là, effectivement dans quel état était la maison. Donc, ça a été une grande surprise là, d'apprendre tout à coup que les bulldozers sont au travail, la démolition a lieu. Donc, j'ai partagé les sentiments, je pense, de la communauté chamblyenne d'être surpris et déçu parce qu'on souhaitait une restauration, bien sûr, mais on n'avait pas l'information sur l'état du bâtiment. Vous savez, c'est les autres prendre une décision ou prendre même une position quand on n'a pas l'information. Bon, est-ce que vous êtes, à la lumière de ce qu'on a pu lire ou voir ou comprendre des rapports d'inspection, êtes-vous convaincu, encore une fois, de la pertinence de démolir ce bâtiment patrimonial? J'ai regardé les rapports qui ont été rendus publics il y a quelques jours à peine. C'est dur à dire. Écoutez, je ne suis pas un expert, absolument pas.
je ne l'ai pas visité moi-même. Et même, probablement que ça prendrait un architecte ou un ingénieur pour bien comprendre là, les nuances qu'il y a dans ces rapports-là. Ce que je comprends, c'est que c'était pas possible de la sauver là, à 100 % puis de simplement faire des rénovations mineures. D'après ce que je comprends, ça aurait été majeur. Vraiment, c'est difficile pour moi de dire si c'était possible de la garder debout et de la retaper de l'intérieur jusqu'à quel pourcentage. Une chose est sûre, c'est que c'est très important, maintenant qu'elle est démolie, malheureusement qu'elle est démolie, c'est très important de rebâtir un édifice à l'image de la Maison Boileau pour que les citoyens se réapproprient leur histoire. Là, parce que là, en ce moment, là, on est devant un champ de ruines. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est un lieu important, symbolique, placé au centre du quartier historique là, de Chambly. Donc, j'espère que la reconstruction se fera rapidement et se fera d'une façon qui fera l'unanimité cette fois-ci. Bon, quelques jours avant l'épisode de la démolition de la Maison Boileau, l'émission Enquête de Radio-Canada a diffusé un reportage dont la vedette était le maire de Chambly. La CMQ, Commission municipale du Québec, va d'ailleurs étudier le cas où on entend le maire, entre autres, injurier un entraîneur de soccer à l'égard de sa fillette de 12 ans. Comme député de Chambly, vous aviez quand même un minimum de relations avec Denis Lavoie. Est-ce que ce que vous avez entendu dans ce reportage-là vous inquiète sur la façon d'opérer du maire Lavoie à Chambly? Bien, le reportage a été diffusé le soir même de la démolition de la Maison Boileau, le même soir. Moi, je l'ai écouté en rediffusion là, quelques heures après. J'ai été troublé, honnêtement, parce que j'ai entendu dans ce reportage-là et par les extraits de la bande audio, c'était très troublant, très, très préoccupant. Dans les heures qui ont suivi, moi, j'ai communiqué avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, et rapidement, mon gouvernement a mandaté la commission municipale de faire enquête. Je pense que c'est extrêmement important et ça va se faire très, très rapidement. L'enquête, ça commence dans quelques jours. Moi, j'invite les gens à participer avec honnêteté et transparence à cette enquête-là parce qu'il faut faire la lumière. Beaucoup de gens à Chambly ont été secoués par le reportage. Et là, bien, on veut des réponses, on veut la lumière. Je pense qu'honnêtement, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser la commission faire son travail. Je ne pense pas qu'il faut politiser cette situation-là. C'est plus un travail d'enquête. C'est plus l'émission enquête, mais c'est les instances gouvernementales qui font leur travail. Bon. En terminant, quand un député devient ministre, cela a des impacts sur le fonctionnement du bureau de comté. Le ministre, forcément, a un agenda, disons, bien rempli, beaucoup de déplacements. Comment se réorganise, disons, le travail du bureau de comté à Chambly dorénavant? C'est une période d'ajustement, c'est certain, mais je n'oublie pas que mon premier travail, c'est député de Chambly. C'est pas ministre de l'Éducation. Mon premier travail, c'est de représenter les citoyens et citoyennes qui m'ont fait confiance. C'est de représenter l'ensemble des citoyens et citoyennes, même s'ils ont voté pour d'autres partis. Je suis leur porte-parole, leur voix à l'Assemblée nationale. Je ne l'oublie pas. D'ailleurs, sauf rares exceptions, je vais être tous les lundis à mon bureau de comté. Samedi, dimanche, je suis très souvent dans le comté. Là, je reviens d'une fin de semaine où j'ai fait plusieurs guignolés. J'ai participé à un gala d'un organisme sportif. Je suis allé voir une manifestation culturelle. Donc, je continue d'être présent aux événements. Je continue d'être accessible. Ça, c'est certain. Et je m'assure aussi que les employés de bureau soient bien au fait pour faire la transition. J'ai une solide équipe dans le bureau. Donc, je suis pas très inquiet. Puis, je n'oublie surtout pas les concitoyens de Chambly. Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Puis bonne continuation, bien sûr, dans cette nouvelle aventure politique. Merci, au revoir. Reste avec nous. Au retour, bien sûr, on poursuit ericlatour.com. Restez là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 25 minutes avec celui qui est mis au monde, Céline Dion. Oui, puis on peut le voir à l'antichambre au 91.9, Gilbert Delorme. Voilà, d'amour et d'amitié. Ah oui, hein?
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Si vous avez suivi l'actualité régionale des derniers jours, vous avez vu là, beaucoup dans les médias nationaux et locaux, évidemment, tout le débat entourant la destruction, la démolition de la maison Boileau à Chambly, qui est un symbole, un acquis patrimonial d'importance. Il y a eu des débats, évidemment, sur cet enjeu-là. Et il y a eu comme une surprise générale de voir le pic des démolisseurs et celui qui a tenté de s'interposer. C'est l'ex-candidat du Parti québécois dans l'élection à Chambly récemment, Christian Picard. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, vous n'êtes pas en prison? Non, je suis sorti maintenant. Vous avez été arrêté. Il s'est passé quoi dans les faits? Comment avez-vous été averti qu'on s'apprêtait à démolir la maison Boileau? C'est une des porte-paroles des amis de la maison Boileau qui m'a appelé Louis Chevrier. À la maison, il était 8h30. Et elle m'a dit, et je ne la croyais pas, Christian, ils sont en train de démolir la maison. Je dis, pardon, ils sont en train de démolir la maison avec des pelles mécaniques en ce moment. Alors, moi, j'ai embarqué dans ma voiture, je me suis dirigé directement vers le site. Et puis, en arrivant, j'ai vu les pelles mécaniques. Je suis allé voir tout de suite le gestionnaire du chantier. J'ai demandé d'arrêter. Il n'a pas tempéré parce que le directeur général lui a dit de continuer. Alors, j'ai décidé de me mettre devant la pelle mécanique pour qu'il stoppe la destruction de cette maison-là. Et là, il s'est passé quoi à partir de là? Là, bien, ils ont stoppé. J'ai regardé la personne, j'ai dit, là, pour des raisons de sécurité, j'imagine que tu dois stopper les travaux. Il a dit oui. Il a donné ordre d'arrêter. Les employés sont sortis. Moi, j'ai fait le tour individuellement de chaque employé pour lui mentionner que ce n'était pas contre eux individuellement que je faisais ça. Et les employés m'ont dit, écoutez, nous-mêmes, on est surpris parce que c'est nous-mêmes qui avons travaillé à l'intérieur de la maison pour la solidifier. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On devait faire du déneigement et ils nous ont convoqués en urgence pour débuter dès 7 heures le matin. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et là, la municipalité a signé un avis d'éviction auprès de la police. Et la police a été obligée de m'arrêter. Moi, je ne voulais pas quitter parce que je savais très bien que dès que j'allais quitter, il allait recommencer les travaux. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, moi, j'ai embarqué, dès que j'ai mis le pied dans la voiture de police, les directives ont été données pour poursuivre les travaux de démolition. Il s'était passé combien de temps entre votre arrivée et votre arrestation? Je dirais 3 heures. Quand même. Oui, donc j'essayais d'avoir une injonction, j'essayais de trouver une solution pour stopper définitivement, mais je voyais le directeur général qui tournoyait, qui donnait la directive d'aller de l'avant et donc qui essayait de convaincre les policiers d'intervenir le plus vite possible. Il semblait extrêmement pressé de finir son travail de destruction. Est-ce que les policiers vous ont offert différentes alternatives ou c'était l'arrestation immédiate? L'alternative qu'ils me donnaient, c'était de quitter. Okay. Quitter l'endroit. Mais pour moi, je n'ai pas collaboré. Je ne voulais pas quitter l'endroit parce que je savais la conséquence. Et à partir du moment où ils m'ont dit « Vous êtes en état d'arrestation, vous devez... Donc, on vous prend. Là, comment prendre? Ça ne me tentait pas de le laisser tomber. De toute façon, j'étais au milieu des déchets, puis tout ça, là, de la maison, des morceaux de bois, puis tout ça. Donc j'ai décidé de... Là, ils m'ont pris, puis ils m'ont sorti du site. Et c'est sous l'ordre de la municipalité de Chambly. Et là, on vous a libéré quelques heures après, quoi, aux promesses de comparaître? J'ai passé un autre 2-3 heures avec les policiers là, au poste, qui sert de poste actuellement. Et oui, j'ai signé une promesse de comparaître, donc j'ai des accusations criminelles de mes faits en ce moment. Est-ce que c'est cher payé? Non, c'est pas cher payé parce que ce qui est cher payé, c'est de perdre cette maison-là, M. Latour. Moi, je suis encore très émotif par rapport à ça. On a perdu une maison dans laquelle a probablement couché Louis-Joseph Papineau. On a perdu une maison de grande valeur. Et puis, c'est ça qui est... Mon cas personnel, c'est vraiment rien
à comparer à ce qu'on vient de perdre, une maison de 200 ans. Donc, mon cas, bien, c'est sûr que je vais m'en occuper. Si j'ai un casier judiciaire, il y a des conséquences pour moi, là, mon emploi, des choses comme ça. Donc, je vais me défendre. Malheureusement, bien, récemment, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je vais lancer une campagne de sociofinancement pour m'aider dans les frais juridiques que je vais avoir. Puis, il y a des gens qui m'ont confirmé qu'elle organisait un événement pour ramasser de l'argent également. Donc, je vais me battre pour défendre ma cause personnelle, mais je vais aussi continuer à me battre pour l'endroit. Là, il y a eu annonce du maire hier. Bon, il y a eu des développements, là, parce que, bon, d'une part, on a sorti, semble-t-il, le fameux rapport d'inspection qui vient justifier la démolition. Après ça, la Ville dit, bon, bien, finalement, on va construire une réplique, là. Oui, une réplique identique. Identique à... Ce qu'eux ont dit. Bon. Vous Donc, en pensez quoi de ça? Bien, 2 points. Premièrement, les rapports. Vous avez sûrement lu dans Le Devoir, TVA, à différents endroits, 2 experts de maisons patrimoniales qui ont inspecté la maison en 2016, dire que cette maison-là, en 2016, elle était tout à fait correcte. Et oui, elle avait besoin de rénovation, mais ce n'est pas vrai qu'elle devait être démolie. Ça, c'est des experts dans le domaine des maisons patrimoniales. Maintenant, le rapport qui nous a été rendu public 3 jours après la destruction, c'est quand même c'est important là, de situer ça, n'a pas été fait par des experts en maisons patrimoniales. Donc, premier élément. Deuxième, il y a un des rapports qui a été fait par le directeur général de la Ville. Moi, je ne considère pas que c'est un rapport d'expert, c'est le directeur général de la Ville. Et si vous lisez le rapport de carottage archéologique, il y a une série de recommandations qui n'ont pas été du tout suivies par la Ville. Et c'est pourquoi moi, je crois qu'il n'y a pas urgence à rebâtir à ce moment-ci. Je crois qu'on doit mener des fouilles archéologiques complètes sur le site et qu'on doit apprendre de cette situation-là. Pour apprendre de cette situation-là, je crois qu'on doit associer toutes les écoles de notre région afin que nos enfants mettent les mains dans la terre de nos ancêtres, dans notre histoire. On doit profiter de cette opportunité-là. Et ce n'est pas vrai que de reconstruire une maison identique comme ça, c'est une urgence. La raison pour laquelle le maire et le député de Chambly souhaitent faire ça, parce qu'ils ont fait leur communiqué de presse à 40 minutes d'écart, donc ils se sont parlé, ils étaient d'accord tous les deux pour faire ça, c'est pour mettre un couvert sur la marmite. Bien, moi, là, un ministre de l'Éducation qui ne remplit pas sa mission scientifique et sa mission d'apprentissage, je crois que c'est un enjeu majeur. Et puis, ça m'inquiète pour la suite des choses. Quelle est votre interprétation de cette décision rapide de la Ville de Chambly? Parce que la Ville s'était portée acquéreur du site et tout ça. Bon, il y avait eu évidemment différentes décisions qui avaient été apportées là-dessus. Donc, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Ville décide aussi rapidement là, de la démolir? Vous avez raison de le dire rapidement parce que, au niveau des règlements municipaux, la Ville n'a même pas respecté ses propres règlements. Elle n'a pas affiché l'avis de destruction, ni sur place, ni dans les journaux, ni sur son site Internet. Le comité de démolition ne s'est pas réuni sur le sujet. Et donc, la Ville a enfreint ses propres règlements. Et à mon avis, il doit y avoir des sanctions par rapport au directeur général sur le sujet. Mais la raison pour laquelle ils ont été si vite, à mon avis, c'est une vengeance. Pour? Le soir même, le jeudi soir, est sorti le reportage d'enquête. Les gens qui, à Chambly, posent des questions sur l'administration du maire Lavoie sont les mêmes qui ont alerté la population pour faire sauver la maison Boileau. Et à mon avis, c'est une réaction du maire sur le coup de l'émotion quand il a su qu'il y avait un reportage sur son cas qui allait sortir le lendemain. Et c'est à ce moment-là qu'il a ordonné à toute vitesse
la destruction de la maison, sans tous les processus. Donc, il n'y a aucun processus qui a été suivi. Tout le monde est surpris de ça. Et donc, moi, c'est comme ça que je me l'explique, parce que sinon, il n'y a personne à Chambly qui pense que c'est seulement que le DG qui a pris la décision. Il n'y a personne à Chambly qui croit les rapports bidons qui ont été déployés aujourd'hui. C'est clairement une opération pour détruire notre patrimoine et pour en faire subir les conséquences aux gens qui posent des questions à l'Hôtel de Ville. Et donc, en ce moment, moi, je crois que la population de Chambly, il y a un bris de confiance avec le maire de Chambly. Chambly est une des plus anciennes villes en Amérique du Nord. Et donc, on a un patrimoine bâti qui est exceptionnel. Moi, je crois qu'il y a un bris de confiance. Moi et la population, je crois qu'on ne fait pas confiance ni au maire, ni aux conseillers qui soutiennent le maire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je demande la démission des conseillers qui soutiennent le maire et du maire, parce qu'il y a bris de confiance et on ne peut pas se permettre de continuer de perdre notre patrimoine à Chambly. Christian Picard, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle bien sûr que c'est le moment de vérifier l'interdiction pour le stationnement de nuit. Il est de votre responsabilité de vérifier lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Il y a différents canaux de communication pour le faire. Et nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlato.com. À demain. Bye-bye.